Bienvenue au webinaire aujourd'hui sur la participation dans le travail social. Je suis ravi d'intérêt que suscite ce rendez-vous. Ce webinaire vise à présenter la brochure Participation dans le travail social, exemple de bonnes pratiques, méthodes et mise en œuvre, que vous pouvez trouver sur notre site web. Après une première publication consacrée aux bases déontologiques et légales, cette brochure se concentre sur la pratique. La brochure a été élaborée par nos responsables études Camille Neff et Tobias Kuchen. Oui, je cède maintenant la parole à Camille. Merci beaucoup. Merci Flavio. Je vais partager ma présentation. Oh, voilà. Alors, bienvenue aussi de ma part à ce webinaire et merci de votre présence. Donc, je m'appelle Camille Neff, je suis responsable d'études chez Avenir Social et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter notre nouvelle brochure sur la participation dans le travail social. Donc, cette nouvelle brochure, c'est la deuxième qui est publiée sur le thème de la participation. Elle a été publiée ce mois de novembre 2025 et de nombreux professionnels et destinataires du travail social y ont contribué directement et on profite de cette occasion aussi pour les remercier chaleureusement. Avant de plonger dans le contenu de la brochure, j'aimerais peut-être rappeler dans quel cadre elle a été élaborée. Donc, Avenir Social a choisi la participation comme thème prioritaire en 2024 et en 2025. Nous avons débuté avec une campagne de communication et notamment un sondage sur la participation. Nous avons également donc ces deux brochures professionnelles, une plutôt sur les bases éthiques, professionnelles, légales, la définition de la participation, et la deuxième vraiment axée sur la pratique avec des exemples concrets du terrain que je vais vous présenter tout à l'heure. On a aussi également réalisé des ateliers sur le thème de la participation durant ces 2 années, notamment dans le cadre de la Journée nationale, dans le cadre des modules de formation ou comme aujourd'hui, ce webinaire. Je trouvais intéressant de rappeler peut-être un des résultats du sondage de 2024 dans cette introduction à la brochure, en rappelant que 38% des professionnels interrogés dans le cadre de ce sondage en 2024 estiment que l'importance accordée à la participation des destinataires du travail social est plutôt faible, voire faible, et donc les professionnels sont plutôt insatisfaits des possibilités de participation des destinataires du travail social, alors même que la participation est vraiment centrale. Donc, ce sont 430 professionnels qui ont répondu à ce sondage. Donc, le niveau d'insatisfaction est plutôt préoccupant. Et puis, voilà, il faut vraiment trouver des moyens de favoriser la participation des destinataires sur le terrain. On a eu l'occasion, lors de la Journée nationale du travail social en mai 2025, de présenter déjà les quelques premiers résultats de cette brochure. Et puis, avant vraiment de rentrer dans le contenu de la brochure, encore un petit rappel sur la participation qui fait partie du nouveau code de déontologie pour le travail social en Suisse en tant que principe du code. Et ce que j'apprécie dans cette définition de la participation dans le code, c'est qu'elle considère les personnes et les communautés que le travail social accompagne comme expertes de leur propre situation. Et ça, c'est un aspect qui me semble essentiel dans la participation au travail social, c'est-à-dire que non seulement les destinataires profitent du soutien des professionnels, mais que les professionnels aussi peuvent élargir leurs connaissances en reconnaissant l'expérience de vie des personnes et des communautés qu'ils accompagnent de manière valorisante. C'est donc un processus d'apprentissage mutuel qui nécessite aussi une réflexion sur son propre rôle en tant que professionnel du travail social. Donc maintenant, je plonge dans le cœur du contenu de la brochure que vous trouvez donc gratuitement sur notre site web. Ici, on trouvait intéressant de vous présenter rapidement la table des matières pour que vous puissiez suivre de manière plus agréable le fil de la présentation.
Donc, la brochure, elle débute évidemment par une petite introduction qui rappelle notamment ce cadre de notre campagne sur la participation que je vous ai évoqué. Ensuite, elle présente les objectifs spécifiques à ce document. Elle revient aussi sur les démarches qui ont été faites pour choisir et présenter les 6 projets qui sont présentés dans cette brochure, avant de venir sur des conclusions et des annexes qui présentent d'autres projets. J'en dis un mot tout à l'heure. Alors, voilà. Donc, l'objectif de la brochure, c'était tout d'abord de pouvoir présenter des exemples de bonnes pratiques, donc des projets qui sont, on pourrait dire, remarquables dans le sens que les processus participatifs ont été bien conçus, bien pensés, qui sont innovants aussi du point de vue des principes du travail social. Ça, c'était le premier objectif. On a un second objectif qui vise à offrir une plateforme pour les innovations. Ça veut dire qu'on cherchait à mettre en réseau finalement des professionnels, des destinataires à travers la présentation de ces projets. Le troisième objectif, c'est d'inciter à repenser les processus, donc inspirer les professionnels, inspirer les organisations du travail social pour repenser la participation et montrer peut-être de nouvelles possibilités d'intégrer la participation dans leur quotidien professionnel. Et le dernier objectif de cette brochure, c'était de favoriser les discussions, donc de prendre les projets comme un point de départ pour les échanges entre professionnels au sein des équipes avec les personnes qu'on accompagne pour permettre de nouvelles formes de participation. Là, je vous propose en fait les étapes qui ont été nécessaires à la réalisation de cette brochure. Donc, il a fallu près d'une année pour que cette brochure naisse. Tout a débuté en janvier 2025. On a lancé un appel à projet à l'ensemble des membres d'Avenir Social sur les réseaux sociaux. Et l'objectif de cet appel à projet, c'était d'identifier des initiatives, des projets qui avaient envie de se présenter dans le cadre de cette brochure, et en particulier de présenter les aspects participatifs de leur projet. Début 2025, début février 2025, on a eu finalement 21 projets, donc 21 professionnels qui nous ont manifesté leur intérêt. Et on a choisi 6 projets au sein du secrétariat général en fonction de différents critères qui ont été préétablis, notamment la compatibilité avec le document. Il fallait quand même pouvoir présenter le projet sous la forme qui avait été pensée d'une brochure, par rapport aux régions linguistiques également, c'est-à-dire avoir un peu une balance aussi entre la Romandie, la Suisse alémanique, de pouvoir présenter des projets de différents cantons. Aussi, un critère relatif au champ professionnel du travail social, avoir une variété là aussi en termes de travail social, d'éducation sociale, d'animation socioculturelle par exemple. Et puis un critère finalement d'innovation du travail participatif. Et puis les projets qui n'ont pas été directement retenus, ils ont été invités, s'ils le souhaitaient, à aussi fournir un bref résumé de leur initiative. Donc, 9 des projets non sélectionnés ont répondu à cette proposition en donnant un petit descriptif et des coordonnées de contact, ce que vous retrouvez justement dans les annexes de la brochure. Ça permet d'élargir encore la discussion sur la participation et vraiment de répondre à cet objectif d'être une plateforme à l'échange, à l'innovation, à la participation. Et puis, 6 projets ont décidé de renoncer à cette possibilité. Ici, vous voyez en fait la structure qui a été utilisée pour décrire les projets. Donc ça, c'est la première partie de la structure avec des informations de base vraiment sur qui sont les personnes qui ont été impliquées dans le projet, quelle est la durée aussi dans laquelle le projet se déroule ou s'est déroulé, parce que certains projets sont des projets plus pérennes ou qui ont encore lieu aujourd'hui, et d'autres projets étaient des initiatives qui ont été réalisées dans le passé et puis qui sont aujourd'hui terminées. Donc c'est aussi important pour nous de le préciser. Aussi, dans quel lieu, dans quelle institution ou avec quel partenaire ce projet a été mis en place.
à quel domaine aussi du travail social on peut attribuer le projet. L'idée, c'était aussi de faciliter peut-être la recherche selon les intérêts des professionnels du travail social. Si par exemple on a un projet dans le travail social en milieu scolaire qui puisse être nommé comme ça, et puis que si une personne est engagée dans une école et s'intéresse à cette thématique, qu'elle puisse le retrouver facilement. Et puis l'idée, c'était aussi d'avoir une personne de contact. Donc vous pouvez aussi volontiers solliciter ces personnes-là qui ont été d'accord de mettre leur contact dans la brochure si vous avez des questions, vous souhaitez approfondir un aspect du projet. Donc ça, c'était la première partie de la description des projets. Et puis la deuxième partie, c'était aussi l'idée d'avoir justement ces mots-clés qui résument aussi un peu en un coup d'œil le contenu du projet. On a aussi travaillé beaucoup avec des citations des professionnels qu'on a rencontrés ou des destinataires euh, qui essayent en une phrase ou deux de synthétiser en fait leur vécu du projet ou leur perception de la participation. Et puis encore quelques informations sur l'origine du projet, finalement, d'où le projet est né, qu'est-ce qui a suscité le début de ce projet, à qui s'adresse le projet, quels en sont les objectifs principaux. On s'est aussi limité là à 3 objectifs dans l'idée de ne pas proposer une brochure qui soit trop longue, mais qui soit assez synthétique. Et puis encore quelques petites informations sur le contenu du projet et le cadre institutionnel qui encadre le projet, notamment les questions des processus de financement. Donc, dans la brochure, vous avez cette première partie que je viens de vous présenter sur les 2 précédentes slides, qui sont vraiment en lien avec le projet directement. C'est plutôt une partie descriptive où on a repris directement les informations qui nous ont été transmises sur le terrain, dans le cadre d'interviews par exemple, ou en lien avec la lecture de documents qui nous a été mis à disposition. Et puis, dans une deuxième partie, pour chaque projet, on a décidé d'avoir une lecture aussi un petit peu critique des processus de participation qui avaient été mis en œuvre. C'est ce que vous voyez sur cette slide, à savoir, tout d'abord, en termes de participation des destinataires, y a-t-il des moments particuliers dans le projet où les destinataires peuvent s'impliquer, peuvent participer, et comment concrètement peuvent-ils, elles, le faire? Y a-t-il eu peut-être des freins aussi à certains moments ou envers certains publics qu'on a pu relever? On a ensuite une deuxième catégorie d'analyse, je dirais, sur le rôle des professionnels vis-à-vis de la participation. Donc, quel est leur rôle pour garantir que cette participation ait bien lieu dans le projet? Et puis, dans quelle mesure aussi la participation des destinataires, elle dépend des professionnels ou au contraire, c'était plutôt un projet autogéré, par exemple, par les destinataires? Et enfin, on avait aussi ce souhait d'élargir un peu la vision du projet, qui est en général une vision assez locale, pour savoir en quoi la dimension sociale et politique du projet fait écho. Est-ce que ce projet peut aussi inspirer d'autres lieux, d'autres organisations à développer euh, un projet similaire? Et puis, quelle est la contribution du projet de manière générale à la promotion de la démocratie sous l'angle de la participation? Donc, cette structure, vous la retrouvez pour les 6 projets, c'est-à-dire, pour rappel, d'abord une synthèse de présentation de l'identité du projet, je dirais, et puis après, une analyse un peu plus critique de son contenu. Donc, voici les 6 projets qui ont été retenus pour notre brochure. Je vais vous les présenter de manière assez synthétique, puisque l'idée, c'est que vous ayez aussi la surprise un petit peu du contenu en lisant la brochure, ou même peut-être en prenant vous directement contact aussi avec les personnes responsables de ce projet. Donc, le premier projet, il s'intitule Ma ville et moi, les enfants redessinent Yverdon-les-Pins. C'est un projet donc qui a eu lieu, comme son nom l'indique, à Yverdon-les-Pins, dans le canton de Vaud. Ce projet, il est né en fait à la suite d'une motion politique qui a été déposée en 2018 au sein du conseil communal qui demandait à la ville d'Yverdon-les-Bains de débuter des démarches pour obtenir le label UNICEF Commune Amie des enfants. Donc l'idée de ce projet, c'est vraiment de renforcer la participation des enfants à Yverdon
dans le cadre de cette labellisation UNICEF. Et ce qui s'est fait, c'est qu'il y a plusieurs ateliers créatifs, notamment, qui ont été mis en œuvre et adaptés aussi à chaque tranche d'âge, dans l'objectif de récolter des avis, des souhaits, des besoins des enfants par rapport à des thèmes essentiels de la ville, comme la santé, les loisirs, l'école, la mobilité. Donc, c'était un processus participatif qui cherchait à faire entendre la voix des enfants et des jeunes, et puis à inscrire leurs idées dans les politiques publiques et locales. Voilà, et sur l'image, vous voyez qu'il y a eu des petites constructions en bricolage qui ont été faites par les enfants pour représenter l'espace public et comment ils envisageaient l'espace public, par exemple. Et puis, c'est le résultat de cette récolte d'idées, de souhaits, de besoins des enfants. Elle a fait l'objet aussi d'une exposition à la bibliothèque de la ville d'Yverdon-les-Bains. Le second projet s'intitule L'éducation sexuelle avec Yann Schirmer, la sexualité malgré le handicap. Et c'est un projet qui n'est pas dédié à un lieu spécifique puisque l'offre est destinée à toute la Suisse. Donc, la sexualité, elle répond à aucune norme et appartient d'une manière ou d'une autre à chaque personne. Et puis, les personnes en situation de handicap, elles rencontrent de nombreux obstacles dans leur parcours vers cette sexualité autodéterminée. En plus, il y a souvent aussi une méconnaissance du fait qu'il s'agisse d'un droit universel. Et c'est vraiment sur la base de ce constat-là que Yann Schirmer, travailleur social, il s'est donné la mission de proposer des conseils individualisés en éducation sexuelle, adaptés à tous les types et niveaux de handicap, ainsi qu'une formation aussi à la sexualité, et puis encore un accompagnement en éducation sexuelle pour favoriser justement l'autodétermination sexuelle des personnes concernées. C'est aussi l'idée, à travers ce projet de conseil, de pouvoir soutenir les proches, mais aussi les professionnels qui entourent les personnes en situation de handicap, par exemple les curateurs et les curatrices dans ce domaine. Donc, avant le projet d'Yverdon, on était plutôt sur un projet communautaire à large échelle. Et là, on voit avec le projet de Yann Schirmer, on est plutôt dans un projet d'accompagnement plus individualisé, mais toujours qui vise la participation des personnes concernées. Le troisième projet, tout en couleur, s'intitule Projet artistique Eggy-Strasse. C'est un projet qui a été réalisé à Oberwinterthur dans le canton de Thury. Donc pendant un certain temps, en fait, ce quartier a vu apparaître des groupes d'extrême droite qui étaient très présents dans l'espace public. Et puis les enfants et les jeunes de ce quartier, en fait, ne se sentaient plus vraiment à l'aise. Il y a aussi des personnes qui ont été concernées par des stigmatisations, des discriminations. Et puis voilà, le sentiment subjectif de sécurité avait complètement disparu. Il y avait aussi des jeunes qui ont vécu des agressions sexistes ou racistes, qui ont voulu s'exprimer publiquement sur le thème du respect, de la diversité et puis contre les discriminations, en fait. Donc c'est de là qu'est né ce projet artistique Eggy-Strasse, qui a concrétisé le besoin des jeunes dans le cadre d'une entreprise participative. Donc là, vous l'aurez peut-être compris avec l'image, l'idée c'était qu'à travers des jeux artistiques et par le biais d'ateliers aussi artistiques, avec les enfants, avec les jeunes du quartier, les parois anti-bruit le long des voies ferrées des CFF se sont décorées, donc elles ont été peintes de manière à rendre le quartier visible, vivant et à sensibiliser à cette question du respect contre les discriminations vécues concrètement par les enfants et les jeunes du quartier. Donc cette fois-ci, un projet euh, totalement communautaire en lien avec l'animation socioculturelle. Le projet 4, qui s'intitule Père pilote à Gogis, dans le canton de Thurik, Saint-Gall, Bâle et Soleure. Donc, Agogis, c'est une école sociale qui forme les éducateurs sociaux, les éducateurs, éducatrices de la petite enfance. Et dans ce cadre-là, des personnes ayant une expérience dans différents domaines de l'éducation sociale
peuvent apporter en fait une contribution précieuse à l'enseignement destiné aux futurs professionnels du travail social. Et ces personnes qui ont une expérience qu'on appelle les pairs ou les autoreprésentants, représentantes, peuvent aussi offrir aux étudiantes et aux étudiants un changement de perspective réaliste sur le travail social. Donc, ces pairs, ces personnes qui ont une expérience de vie, fournissent des informations variées sur l'impact des actions et des approches sociopédagogiques dans la pratique. Donc, au sein d'Agogis, au sein de cette école, les autoreprésentants, représentantes ou pairs, comme on les appelle aussi de manière synonyme, ils enseignent en fait en formant une équipe avec le corps enseignant. C'est un projet qui a démarré à l'automne 2020 et puis qui s'est transformé en 2024 en devenant une offre permanente dont le corps enseignant peut bénéficier pour leur classe. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un projet qui s'est ancré dans l'enseignement à Agogis et dont tous les enseignants, tout le corps enseignant et tous les étudiants et étudiantes peuvent bénéficier directement. À travers ce projet aussi, les étudiants et les étudiantes, ils découvrent les destinataires du travail social, hein, qui sont nommés pairs ou autoreprésentants, représentantes, dans un autre rôle en fait. Et ils apprennent directement à partir de leur expertise. Donc, là, on est plutôt dans le cadre scolaire, tout comme le projet 5 d'ailleurs, qui a aussi lieu dans le cadre scolaire, mais cette fois dans le cadre de la scolarité obligatoire. C'est un projet qui s'appelle Projet hors classe, ou PHC de son petit nom. Et c'est un projet qui a lieu, qui est né au cycle d'orientation de Don Didier dans le canton de Fribourg. Dans ce cycle d'orientation, on a un enseignant, Florian, qui a rencontré en fait des difficultés dans la gestion de sa classe avec des élèves en rupture scolaire ou relationnelle qu'il était difficile de mobiliser dans le cadre pédagogique. Donc Florian, il s'est associé à Fabienne, travailleuse sociale dans cet établissement que vous voyez au centre de la photo. Et ensemble, ils ont créé le projet hors classe comme une alternative à la gestion de crise en milieu scolaire, dans une perspective aussi interdisciplinaire entre l'enseignement et le travail social. Donc ce projet PHC, il permet aux élèves de retrouver du sens, de la motivation à l'école. Il aussi favorise le développement de compétences transversales des élèves, comme par exemple téléphoner à une administration, accepter l'échec, prendre la parole en public, des compétences qui sont moins directement travaillées dans le cadre des cours. Donc très concrètement, que font les élèves dans ce projet? Donc les élèves qui participent, en fait, ils développent un projet personnel de leur choix. Il n'y a aucune contrainte, si ce n'est la légalité du projet. Il y avait par exemple un élève qui souhaitait installer des casiers dans l'école, un autre qui souhaitait se faire de l'argent de poche en vendant ses habits de seconde main, etc. Donc ça peut vraiment être des projets très variés. Et puis chaque semaine, il y a du temps qui est mis à disposition en fait pour que les élèves puissent développer ce projet sous la supervision de la travailleuse sociale, de l'enseignant, mais aussi en co-construction, pardon, dans l'échange avec leurs camarades qui participent aussi à ce projet. Donc là, on était typiquement dans le travail social en milieu scolaire. Maintenant, on va changer de domaine du travail social et puis présenter un dernier projet dans le cadre de l'aide sociale cette fois-ci. Le projet s'appelle Rendez-vous Perspective. C'est un projet du service social du département des affaires sociales de la ville de Bienne qui représente donc cette fois le canton de Berne. Donc, Rendez-vous Perspective, c'est un projet qui est destiné aux destinataires de l'aide sociale de la ville de Bienne. C'est un projet pilote qui est destiné à un large public et qui vise à évaluer si le travail social sous contrainte peut fonctionner dans un cadre collectif et si oui, comment. Donc concrètement, que fait ce projet? Concrètement, l'offre Rendez-vous Perspective, elle a 4 modules, elle propose 4 modules. D'une part, des ateliers en groupe, ensuite un service spécialisé dans l'emploi, des séances d'information thématiques et puis un lieu de rencontre. Et puis cette offre, elle est proposée aux destinataires de l'aide sociale.
ce qui leur permet d'avoir à disposition des moments d'information et des moments d'échange d'expérience sur des sujets utiles du quotidien, comme le logement, les questions de démarche administrative ou la gestion d'un petit budget. Donc, c'est vraiment l'idée de proposer un moment d'échange en commun pour ces personnes qui, peut-être d'habitude, n'avaient pas l'occasion d'échanger avec des personnes vivant la même expérience que de l'aide sociale. Donc c'est ça l'objectif, c'est de renforcer les compétences des personnes à l'aide sociale et puis de faciliter aussi leur vie de tous les jours en permettant cet échange et cette formation. Et puis les participants, ils peuvent s'engager concrètement pour leur cause aussi à travers ce projet et s'informer de manière plus approfondie sur des thèmes qui leur paraissent importants à un moment T. Donc voilà pour un premier bref aperçu assez rapide de ces 6 projets. Et puis vraiment, je vous invite, si l'un ou l'autre vous parle, à aller lire plus en détail la brochure qui valorise aussi la parole des professionnels qui ont participé à cette brochure, mais surtout, le plus important, la parole des destinataires qui évoquent aussi leur perspective dans le cadre de ce projet. J'en arrive gentiment, à la conclusion, de la présentation, mais aussi et surtout la conclusion de la brochure. C'est important aussi pour nous, de pouvoir communiquer ce qu'on a appris aussi dans le cadre de ce processus. Donc voilà, là, je vais vous résumer, de manière assez synthétique les principaux éléments, qui ressortent de cette brochure et de ces 6 projets que l'on a visités, au courant du printemps dernier. Donc, dans l'ensemble des projets, il nous est apparu que l'engagement des professionnels impliqués, en particulier au début des projets, c'était vraiment un facteur déterminant finalement pour la réussite du processus participatif. Souvent, ce qu'on nous a relaté, c'est que cet engagement est quand même limité en ressources, hein, la question des ressources souvent revenue comme un frein. Et donc, de ce fait-là, l'attitude des professionnels, elle est décisive pour la participation. Et puis seule vraiment une démarche participative de leur part permet d'ouvrir ces espaces de participation. Donc aussi dans l'élaboration du processus du projet, il est attendu en fait que ce soit aussi des démarches participatives. Un autre point qui n'est pas vraiment une surprise, c'est que si on cible un groupe spécifique pour un projet, on va forcément limiter les possibilités de participation d'autres personnes ou d'autres groupes qui auraient peut-être aussi aimé profiter de l'offre, mais qui ne le peuvent pas ou n'y sont pas autorisés pour différentes raisons, parce que ce n'était pas le public cible premier du projet ou d'autres raisons. Et puis donc, chaque projet doit en fait composer avec cette réalité, aussi la réalité de tirer le meilleur parti des ressources, qu'elles soient temporelles ou financières, parce que souvent ces ressources-là sont limitées et dans le cadre des processus participatifs, voilà, ça peut vite aussi prendre plus de temps. Un troisième apprentissage, c'est que les projets ils mettent également en évidence la nécessité pour les professionnels qui souhaitent favoriser cette participation et qui doivent faire preuve de persévérance. Voilà, comme je l'ai dit, les projets prennent souvent un peu plus de temps quand on veut faire du participatif, notamment pour établir des relations de confiance, parce que c'est souvent là aussi le point clé qui a été relaté et synthétisé de ces projets, c'est que des relations de confiance sont aussi nécessaires pour favoriser la participation des destinataires. Certains sont très preneurs, très preneuses directement, et puis d'autres peut-être sont plus méfiantes et ont besoin d'un peu plus de temps pour se sentir à l'aise et puis pleinement utiliser ce canal de la participation. On l'avait aussi évoqué dans notre premier document de référence sur la participation, mais celle-ci, elle émerge également et seulement à la suite d'une intervention directe dans la pratique. Les projets qui ont été analysés, ils illustrent à quel point le regard porté sur la pratique, il est inspirant pour comprendre ce que signifie vraiment la participation et puis la diversité de ses formes. C'est difficile, sur la base d'une définition de voir tout le potentiel qu'a cette participation. C'est vraiment donc dans la pratique, qu'on la vit, qu'on la ressent et qu'on peut mieux la comprendre. Aussi, un des objectifs de ce document, c'était, rappelez-vous, de stimuler cet échange entre professionnels, entre organisations, avec les destinataires sur le terme
de la participation. Effectivement, c'est un point qui s'est manifesté à de nombreuses reprises dans la visite des projets. La participation, ça a motivé en fait de nombreux projets à susciter l'engagement aussi d'autres acteurs, d'autres actrices, mais aussi de renforcer les propres réseaux professionnels, communautaires autour de la question de la participation. Donc ça, c'était encore un des apprentissages de cette brochure. Dans le cadre aussi de l'élaboration de ce document, le souhait a été exprimé de disposer en fait de méthodes concrètes pour la mise en œuvre. On nous a dit, on aimerait savoir concrètement quelles sont les méthodes de participation. Or, en fait, l'analyse des projets, elle montre clairement que l'approche des professionnels, elle repose plutôt, souvent, sur une pratique intuitive guidée par des valeurs. Et puis, c'est les méthodes elles-mêmes qui naissent de cette pratique. Et ce n'est pas vraiment des méthodes qu'on applique à la pratique. Donc, plutôt que d'investir des ressources dans une méthode particulière en amont, c'est plus intéressant de mettre en place un environnement qui soit favorable à l'action intuitive et à la persévérance qu'on a mentionné précédemment. Ça nécessite donc aussi un soutien des organisations, des politiques, pour rendre possible des projets qui ne sont pas forcément soumis aux contraintes temporelles et budgétaires, ou du moins qui peuvent faire preuve d'un peu de flexibilité et qui tiennent compte du fait que la participation ne peut pas être en fait associée à une méthode donnée. On obtient ainsi des projets dont les effets ils vont bien au-delà du travail social et qui justement contribuent à cette cohésion sociale et puis au maintien des structures démocratiques. Donc voilà, de manière synthétique, résumé ce qu'on pouvait dire sur cette brochure. J'espère que si vous ne l'avez pas encore lue, ça vous aura donné envie d'y plonger de manière plus détaillée. Donc voilà, je vous remercie de votre participation et puis maintenant on a l'occasion de répondre encore à vos questions.